Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bien comme à chaque fois, on se retrouve chaque lundi. Et ce lundi, normalement, on est le 1er juillet. En tout cas, je dois programmer cet enregistrement pour le 1er juillet pour vous souhaiter un bel été. Voilà. On va essayer de commencer avec beaucoup d'optimisme parce que c'est la thématique de cet été. Et puis dès la semaine prochaine, je vous réserve de sacrées surprises pour l'été. Je vous en dis pas plus. En tout cas, attendez la fin de cet épisode pour en savoir plus. Du coup, comme la thématique, vous avez pu le voir, je pense, dans le titre du podcast ou dans le visuel, normalement, on va parler d'optimisme. Parce que je trouve ça important, voilà, pour commencer l'été en beauté. Alors peut-être que vous êtes en vacances, peut-être pas encore, peut-être que vous en aurez, peut-être pas, je ne sais pas, ça dépend de votre situation. En tout cas, je trouve que dans cette période estivale, où on espère un peu plus de soleil que je n'ai actuellement, ça fait du bien d'avoir quelque chose d'un peu plus léger, mais en même temps, vous me connaissez, oui, léger, oui, mais instructif, intéressant, en tout cas je l'espère, et c'est ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui dans ce podcast. En bref, on va parler de psychologie positive. Alors qu'est-ce que c'est la psychologie positive ? Déjà, c'est une branche de la psychologie qui n'est pas toute vieille quand même, elle est assez récente, et elle se concentre sur les aspects positifs de la vie, tels que le bonheur, la résilience, le bien-être. Elle s'intéresse à ce qui rend la vie finalement digne d'être vécue et vise à aider les individus à s'épanouir. Beau programme, non ? Du coup, ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez, et il y a beaucoup d'auteurs, je vous mettrai ça en description du podcast, qui en parlent bien mieux que moi, de toute façon, de la psychologie positive. Vous avez Tal Ben-Shahar, par exemple, pour ne citer que lui, qui a fait des livres, je trouve, très accessibles sur la psychologie positive, et qui sont aussi très intéressants. J'avais donc envie, en plusieurs points, vous expliquer comment on développe son optimisme. C'est un sujet qui revient souvent. Et c'est une question qui revient beaucoup d'ailleurs même dans ma sphère personnelle, où on me dit mais t'es toujours si optimiste Elodie, vraiment, enfin genre vraiment. Je vais dire ça dépend pour qui. En fait l'optimisme, j'ai l'impression que ça dépend le degré où on se positionne. Pour certains peut-être que je le suis beaucoup trop, et j'ai déjà eu des gens dans mon entourage comme ça. Pour d'autres, peut-être pas assez, peut-être que j'en manque, je ne sais pas. Donc ça dépend comment vous me voyez, et en fait la manière dont vous me voyez, c'est tout simplement par rapport à vous-même. On a ce biais-là. Je pense que si vous me voyez trop optimiste, c'est que peut-être que vous ne l'êtes pas spécialement, et que si vous ne me voyez pas assez optimiste, c'est peut-être parce que vous l'êtes plus que moi, en fait, tout simplement. Donc, déjà, c'est intéressant, c'est comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Il y a des gens que ça agace. Il y a des gens vraiment que mon optimisme agace. Et c'est ok. C'est ok parce qu'on est tous différents. Et ça, c'est toujours intéressant de voir que pour les personnes, par contre, qui sont plutôt, que pour moi, négatives, pour elles, en fait, elles sont réalistes. Et justement, les personnes qui sont trop optimistes, pour elles, pour ces personnes que moi je trouve négatives, mais qui se trouvent réalistes, les personnes optimistes, elles sont trop naïves. Et je pense que, en tant que personne parfois atypique et hypersensible, on nous a souvent fait le reproche de t'es trop bisounours, t'es trop naïve, en fait. Et c'était souvent vu négativement. Donc, en général, on s'est blindé, petit à petit. Et on a caché notre optimisme. Et puis bon, après, il y a les expériences de la vie qui fait que parfois, ça peut être un petit peu entaché. Parce que plus on grandit, plus on se rend compte que parfois, on va le dire, tout simplement et crûment, parfois la vie est une connasse. Oui. Voilà. Donc, est-ce que je suis toujours optimiste ? Non, parfois pas du tout. Comme tout en chacun, parfois j'ai mes humeurs, j'ai mes aléas de la vie, en fait, tout simplement. Mais je crois que l'optimisme, c'est pas ça, ou en tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. C'est pas d'avoir le smile tout le temps. C'est d'avoir, en fait, différents aspects de ta personnalité qui fait qu'en fait, tu vas quand même voir le bon côté des choses. Tu vas essayer de voir le bon côté des choses. Et c'est pas en mode je vais essayer de m'auto-convaincre, je vais faire l'autruche, je vais me cacher la vérité, je vais me mentir à moi-même. Absolument pas. En fait, c'est juste essayer de voir aussi le bon côté, même si parfois il y a beaucoup de mauvais. Et c'est se dire, ok, mais je vais aussi en faire quoi ? De ce mauvais côté, comment je peux contrebalancer, comment je peux quand même passer à l'action. Finalement, bon, ok, la vie est une connasse, elle m'a bien malmenée là. C'était une journée, une semaine, un mois, une année, une décennie, hyper compliquée. Ok, maintenant j'en fais quoi ? Donc on va essayer de parler de tout ça dans cet épisode de podcast et j'espère vraiment qu'il va vous aider peut-être à relativiser certaines choses, à comprendre aussi la différence entre la résilience et l'antifragilité, c'est un concept hyper important, mais peut-être à développer justement tout ce qui relève de la psychologie positive. Donc, il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a comprendre et cultiver la confiance en soi. Finalement, je réalise que les personnes qui sont plutôt optimistes, elles ont une certaine confiance en elles.
Alors, attention, ne confondons pas la confiance et l'estime de soi, d'accord ? La confiance fait partie de l'estime de soi. Mais la confiance, en fait, elle vient avec l'action. Plus on passe à l'action, plus on se prouve qu'on est capable d'eux, et plus on se prouve qu'on est capable d'eux, plus on a confiance en soi, et plus on passe à l'action. C'est donc un beau cercle vertueux. Je t'avais fait tout un épisode de podcast sur le sujet, je te le remettrai en barre d'infos aussi si jamais ça t'intéresse. Ainsi, la confiance en soi, c'est finalement la perception que nous avons de nos capacités à accomplir des tâches et à surmonter des défis. Elle est très essentielle pour prendre des initiatives, pour réaliser nos objectifs. Donc, ça va être important là, peut-être que si vous pouvez mettre pause à l'épisode de podcast, ça serait chouette, sinon mettez-vous de côté, que ça serait chouette d'identifier une compétence ou une activité dans laquelle vous vous sentez peut-être moins confiant. Et d'essayer finalement de consacrer 10 minutes par jour, pas plus, pour pratiquer cette compétence ou activité où vous ne vous sentez pas totalement à l'aise. Pourquoi ? Parce que ça va vous challenger. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile, et plus ça va être facile, plus vous allez prendre confiance, et plus vous allez vous challenger. Et plus, finalement, aussi la peur de l'échec, par exemple, de ne pas y arriver, des conséquences que ça pourrait avoir, vont s'estomper. Et puis 10 minutes, c'est pas grand-chose, 10 minutes. Et vous pourrez, en plus, en deuxième étape, noter les petits progrès, les petits ressentis dans un journal, par exemple. C'est hyper intéressant parce que ça peut être juste une petite activité. 10 minutes, c'est pas quelque chose de très très lourd, et donc en général, c'est sur des activités ou sur des petits défis. Et je crois qu'on minimise beaucoup l'importance et l'impact des petits défis. Parce que, en fait, plus vous vous mettez face à un défi un petit peu compliqué, mais pas trop, ce qui fait que ça ne va pas engendrer trop de stress, il n'y aura pas beaucoup de responsabilités ou en fait de conséquences qui vont en découler, mais plus, en fait, ça va juste vous mettre dans un inconfort. Et cet inconfort, vous allez le travailler. Et vous allez de plus en plus être à l'aise dans cet inconfort. Et donc les défis, ils vont être petits au départ, mais après, ils vont grandir de plus en plus. Donc, comprenez que, pour être plus optimiste, il faut donc gagner en confiance. Et pour gagner en confiance, il faut, pour la cultiver, il faut se mettre des petits défis d'inconfort, justement, pour vous prouver que vous êtes capable. C'est donc cette capacité qui va vous donner confiance en vous. Autre point, du coup, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment l'opinion que vous avez de votre propre valeur. Elle est liée à la manière dont on se perçoit, si on s'aime. En fait, c'est plus facile, bien sûr, d'avoir une bonne estime de soi si on a eu un amour inconditionnel, notamment de la part de ses parents, ou en tout cas des personnes qui se sont occupées de nous lorsqu'on était petit. C'est donc pas la chance que tout le monde a eue, bien évidemment. Une haute estime de soi permet de mieux gérer notamment les critiques, d'être plus résilient et d'avoir moins peur de l'échec. Donc ça peut être intéressant finalement de comprendre comment vous pouvez développer un amour inconditionnel pour vous-même. Et en général, ça demande parfois d'avoir un travail thérapeutique avec un psychologue pour comprendre, et notamment si vous avez eu des traumas. Donc si vous pensez que c'est un problème d'estime de soi, le fait que vous ne puissiez pas être optimiste, parce que en fait vous voulez vous protéger d'une possible déception, parce que vous pensez que si vous vivez cette déception, ça va briser quelque chose en vous, donc après vous allez par exemple plus croire en la vie, plus croire en l'amour, plus croire en l'amitié, ce genre de choses. En général, il y a peut-être un travail à faire, en profondeur. Autre point, les croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, ce sont des pensées et des convictions qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Alors, plein potentiel, on est d'accord, c'est toujours évolutif, le côté de être la meilleure version de soi-même, en fait, et notamment chez les atypiques, sachant qu'on évolue mais constamment à une vitesse folle, on n'est jamais finalement la meilleure version de soi-même. Parce qu'en fait, dès qu'on atteint le palier de soi-disant la meilleure version, on se rend compte qu'il y a encore une meilleure version possible. Bref, vous voyez, c'est un peu comme cet escalier en colimaçon, je vous en avais déjà parlé, c'est-à-dire qu'en fait, plus on avance dans cet escalier, plus on voit les marches qu'il y a encore à monter. Ça, c'est ad vitam aeternam tout au long de votre vie, en fait. Donc, on va parler vraiment là de croyances limitantes, c'est-à-dire que là, actuellement, quand on est bloqué quelque part dans sa vie, et là, pour reprendre le sujet quand même de cet épisode de podcast, c'est « je n'arrive pas à développer mon optimisme », eh bien, c'est peut-être parce qu'on a des croyances. Et il y a une croyance quand même qui revient souvent, c'est « si je suis trop optimiste, en fait, je vais avoir trop d'espoir, je vais avoir trop d'attentes, et la chute sera brutale ». C'est un peu les personnes qui disent « prépare-toi, au pire, c'est mieux ». C'est mieux en quoi ? En fait, c'est mieux en quoi ? Parce que ça veut dire que juste avant, vous êtes déprimé, vous êtes triste, parce que justement vous pensez au pire.
Et après, alors soit c'est pire, et dans ces cas-là, vous êtes encore déprimé parce que c'est la réalité. Donc en fait, le temps à penser au pire entre le avant, le pendant et le après est beaucoup plus grand. Soit en fait, c'était bien, finalement c'était positif, donc vous avez pensé au pire pour rien. Voilà. Mais ça, c'est une croyance, vraiment. Je sais pas si c'est la vôtre, mais je sais qu'elle revient beaucoup. Donc vous voyez, il y a des petites croyances comme ça, peut-être à creuser. Autre point, du coup, le passage à l'action. J'en ai déjà parlé, mais c'est quand même important d'y revenir. C'est crucial, en fait, pour concrétiser un rêve, un objectif, et notamment pour développer votre optimisme. Donc, souvent, le problème du passage à l'action, c'est finalement la peur de l'échec. Et je fais un petit focus là-dessus, la peur de la réussite. Pour toutes celles qui sont dans le programme OVPA, donc petite parenthèse, c'est Oser la vie professionnelle atypique. C'est un programme très très complet qui ouvre ses portes une fois par an. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour en savoir plus lorsqu'il y aura de nouvelles places. Vous avez fait tout un module justement sur ça, sur la peur de l'échec versus la peur du succès, parce que chez les femmes atypiques, la peur du succès est beaucoup plus grande. En fait, la peur de l'échec, elle est liée à notre ego. L'ego est fragile et il se dit « Oh là là, si je suis en échec, tout va s'effondrer, les gens vont se rendre compte, donc il y a peut-être un syndrome de l'imposteur aussi derrière, mais les gens vont se rendre compte que je ne suis pas aussi exceptionnelle, je vais me rendre compte que je ne suis pas aussi exceptionnelle. Oh là là, l'ego il se dit « Je vais éviter ça, ça va me faire du mal, je ne veux pas être en échec. » Il n'y a aucun problème avec l'ego, une petite parenthèse dans la parenthèse, mais vous avez l'habitude, j'ouvre des tiroirs, on en referme, on en rouvre ensemble, tout ça. Mais c'est vrai que l'ego, il est là pour nous protéger, et c'est très bien, il nous challenge l'ego. Mais si, t'es capable de le faire, vas-y. Donc ça, c'est l'ego positif. Mais l'ego négatif, c'est oh là là là, mais n'y va pas, parce que tu risques d'échouer, dis donc, ça va pas nous faire du bien à notre image. Donc ça, voilà, c'est plutôt lié à l'ego. Par contre, la peur du succès, ça c'est, et si on me voit ? Si je réussis, ça veut dire qu'on va me voir, on va me remarquer en fait. Le succès, c'est ça. On va me remarquer, je vais attirer des rivalités, je vais attirer des jalousies, je vais peut-être faire de la peine à quelqu'un parce que si moi je réussis, ça veut dire que d'autres n'ont pas réussi, ça veut dire que j'ai peut-être pris la place de quelqu'un d'autre. Et puis après, si je réussis une fois, est-ce que ça veut dire que je dois réussir une deuxième fois ? Donc est-ce que je vais pas décevoir des gens si une fois que j'ai réussi, je ne réussis plus ? Donc ça, c'est plein de petites choses qui sont hyper importantes, hyper intéressantes à développer également. Du coup, ce que je peux vous proposer pour ce passage à l'action, c'est de choisir des petites actions. Là, vous avez l'habitude de procrastiner. Oui, je vous vois là, les procrastineurs et procrastineuses actives. Je parle bien de procrastination active, c'est un petit truc un peu différent. Vous savez, les personnes qui aiment organiser sur l'organisation, planifier pour la planification et qui ne passent vraiment jamais à l'action. Bon, et bien là, des petites étapes. Si une étape est trop grande, si une marche est trop haute, eh bien on en fait des petites marches. Juste des petites marches. On la divise en petites étapes. Là encore, je vous avais fait un épisode de podcast sur les petits pas. Je vous le remets en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc tout ce dont je vous ai parlé donc précédemment, en ce qui concerne cultiver la confiance en soi, l'estime de soi également, les croyances limitantes, le passage à l'action, va forcément vous aider à développer votre optimisme au quotidien. C'est quand même là tout le but de l'épisode. Alors l'optimisme, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, mais c'est vraiment, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est une attitude mentale qui consiste à voir le bon côté des choses. Et ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas le mauvais, en fait. Et c'est bien ça, l'important aussi. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on peut toujours faire mieux, qu'il peut y avoir quelque chose de positif là-dedans. Donc on n'ignore pas la difficulté, on choisit juste de voir en fait de manière temporaire ce qui peut être surmontable en fait. Tout simplement parce qu'on a besoin d'espoir pour passer à l'action. Et là encore, je vous en avais parlé dans l'épisode en fait sur le colibri, où je vous avais dit en fait, si vous voulez avoir en fait de l'énergie pour passer à l'action, si vous voulez en fait continuer d'avancer vers vos projets, vos objectifs, il faut garder de l'espoir. Et d'où vient l'espoir ? Quand même de l'optimisme. Donc, ça va être important de créer et de maintenir des habitudes qui sont positives. Parce que c'est pas tout en fait d'essayer de développer l'optimisme, il faut le garder, il faut le nourrir. Et ça, c'est hyper important. Donc, il faut mettre en place des habitudes qui sont plutôt positives pour vous. Et je dis bien pour vous parce qu'en fait, d'une personne à l'autre, c'est totalement différent. Et ça va vous permettre aussi de prendre soin de votre santé mentale. Oui, parce que figurez-vous que les personnes optimistes ont une plus grande résilience et leur santé mentale donc sont moins affectées au quotidien. C'est vrai que c'est hyper important. Donc essayez de réfléchir à de nouvelles habitudes qui sont positives à vous et que vous pourriez adopter sur 1, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
et de voir petit à petit ce que ça vous apporte de positif. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être se mettre à la méditation, au yoga, faire plus de sport, commencer la journée par ci, finir la journée par ça. Donc par exemple, les 3 petits kiffs de gratitude en fin de journée, j'ai de la gratitude pour et trouver 3 choses. Bon, il y a plein de petites idées comme ça que vous pouvez trouver. En général, on sait ce qui nous ferait besoin. En fait, au fond, nous, on le sait. C'est juste qu'on a du mal à le faire. Et c'est pour ça que je vous dis, mais c'est un cercle vicieux. Parce que moins vous faites, eh bien moins vous passez à l'action, moins vous avez confiance, moins vous vous sentez bien. Et quand on ne se sent pas bien, c'est encore plus difficile de passer à l'action et de changer ses habitudes. Donc il faut bien commencer quelque part. Donc je vous invite peut-être à mettre des petits changements comme ça. Il y a énormément de personnes qui se mettent à la méditation ou à la pleine conscience ou à la respiration consciente qui leur font beaucoup de bien, même 5 minutes par jour. Dans un endroit calme, de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration, de laisser l'esprit vagabonder sans essayer d'essayer d'analyser, de suranalyser les pensées, ça fait du bien. Mais attention, il y a certains atypiques qui ne supportent absolument pas ce genre d'exercice. Et j'ai envie de dire, là encore, c'est ok. Et ne vous sentez pas seul. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas ça. Trouvez juste votre truc à vous. Si vous n'arrivez pas à faire ça, il y a tout ce qui est visualisation positive. Ça aide énormément. Donc c'est une technique qui consiste à imaginer des situations positives ou les résultats souhaités. Donc ça va renforcer finalement votre confiance en vous, ça vous préparer mentalement à réussir. Donc finalement, on va à l'encontre de la croyance de « je dois me préparer au pire ». Pas du tout, on va essayer de se préparer mentalement au mieux. Pour les personnes qui ont peur de la réussite, ça peut très bien fonctionner d'ailleurs, parce que ça peut réduire aussi l'anxiété. Et ça améliore la performance. D'ailleurs, dans les sportifs de haut niveau, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent pas perdre. Non, ils s'imaginent être sur le podium et avoir la médaille en or, en fait. Donc, c'est que ça marche. En tout cas, c'est qu'ils ne le font pas pour rien, d'accord ? Donc, par exemple, chaque soir, avant de vous coucher, prenez 5-10 minutes. Ça peut être vraiment, même en vous couchant, je sais que si vous avez une vie comme moi avec les enfants et tout, c'est pas forcément évident, mais ce moment-là, vous savez qu'on adore et qu'on bénit quand on est enfin dans son lit tranquille et que enfin on va s'abandonner dans les bras de Morphée, c'est l'occasion de se dire, allez, pendant 5 minutes, je réfléchis à quelque chose de super positif et peut-être d'ailleurs que vous allez en rêver et que ça peut être hyper positif. Bref, un moment, vraiment, vous allez ressentir beaucoup de joie et de fierté. De fierté personnelle. Pas de la fierté de la part de je sais pas qui. Non, de la fierté pour vous-même. Parce que comme ça aussi, ça va développer votre estime de vous-même. Vous voyez comment on fait des ponts et des liens comme ça ? Je vous invite à en faire d'autres. Il y a tout ce qui est l'art de la communication positive. On parle beaucoup de la communication bienveillante, non violente. Mais la communication positive, c'est super chouette parce que ça aide envers soi-même, mais aussi envers les autres, à bâtir finalement des relations solides et plutôt saines. D'accord ? Donc oui, on est dans l'écoute active, oui, on est dans l'empathie, oui, on va parler de ses besoins, de ses sentiments, bien évidemment, mais on va aussi essayer de faire des phrases tournées positivement. Vous savez, on en parle souvent en disant, il faudrait avoir en fait 7 items positifs pour renverser un item négatif. Par exemple, si on vous a fait une critique négative, il en faudrait en fait 7 autres positives pour essayer en fait de trouver un équilibre. J'ai envie de dire que lorsqu'on est hypersensible, ça serait peut-être un peu le double parfois. Il en faudrait en tout cas une bonne quinzaine de positifs pour faire face à une critique négative. Qui lève la main, qui se reconnaît là, je ne vous vois pas, mais franchement, je vous imagine. Moi, c'est pareil. On peut se le faire à soi-même en fait. On peut aussi se faire de super compliments pour renverser peut-être les critiques qu'on se fait à soi-même. Pour s'apporter quoi ? De l'autocompassion. Oui, parce que l'autocompassion, ça consiste à se traiter avec la même gentillesse, la même compréhension qu'on pourrait montrer à quelqu'un qu'on aime. Et ça, je remarque beaucoup chez les femmes atypiques, elles sont capables de soulever des montagnes pour les gens qu'elles aiment. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, elles sont prêtes à se sacrifier en général. Mais pour elles-mêmes, c'est compliqué. D'où d'ailleurs le conseil qu'on voit partout, mais qui est très très juste et très intéressant, soyez votre meilleur ami en fait. Comportez-vous avec vous-même comme vous pourriez l'être avec votre meilleur ami. Est-ce que vraiment, vous diriez à votre meilleur ami « Oh non mais aujourd'hui t'as été vraiment nul. Oh non mais t'as vu ce que t'as fait ? Ça vaut pas la peine. » Mon avis, non, vous ne diriez pas ça à votre meilleur ami. Donc essayez de réduire l'autocritique et si vous n'y arrivez pas, on va essayer justement de trouver les côtés positifs et donc d'avoir une sorte de gratitude aussi envers soi-même, tu vois, d'avoir une communication positive encore une fois pour améliorer votre bien-être émotionnel et pour développer votre résilience, pour mieux faire face à l'échec et aux difficultés. Donc à chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer durement, à vous autoflageller, parce que oui, je sais que vous le faites, arrêtez-vous. Essayez de formuler une pensée avec compassion.
Donc par exemple, si je reprends cet exemple, au lieu de dire je suis nul d'avoir fait ceci, on peut se dire bon, tout le monde fait des erreurs, qu'est-ce que je peux apprendre de celle-ci? Et là, vous êtes dans un mindset positif. Oui, le mindset, c'est l'état d'esprit, pardon, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, mais je pense que vous avez déjà vu ce terme un peu partout. Et c'est hyper important. Et c'est ce qui va faire la différence d'ailleurs entre votre fixed mindset, donc encore une fois, gros clin d'œil aux femmes de l'OVPA qui savent de quoi je parle. Donc ce fixed mindset, c'est justement de toute façon, ce n'est pas possible. De toute façon, elle a ça et moi je l'ai pas, donc forcément, on part pas du même niveau. De toute façon, dans cette vie, on n'a pas le choix. De toute façon, en fait, c'est un truc genre, on peut pas changer, c'est comme ça, c'est gravé dans le marbre. Voilà. Et ça, ce sont vos croyances qui vous limitent. C'est le fixed mindset. C'est ce qui fait qu'on va toujours trouver des excuses pour ne pas passer à l'action, pour expliquer pourquoi on est négatif. Tandis que le growth mindset, c'est-à-dire un état d'esprit de croissance, eh bien en fait, on est plutôt dans la libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nie pas qu'on va pas bien. On est là, ok, je suis triste, je ressens de la colère, je ressens de l'injustice, je ressens de la frustration. Ok, je peux faire quoi de ça? Peut-être que je ne sais pas encore quoi je peux faire de ça à l'instant T. Mais je sais que je vais trouver quelque chose. Peut-être que ça viendra plus tard et ça prendra du temps. Mais je sais que ça va me servir à quelque chose. On est donc dans une visualisation positive de l'avenir en fait. Et à l'instant T, peut-être que voilà, on va méditer, on va faire des exercices de respiration, on va essayer de se parler avec bienveillance, avec beaucoup d'autocompassion pour essayer en fait de développer justement cet optimisme et pour lutter contre ces croyances qui nous ramènent sans cesse finalement à un fixed mindset. Le dernier petit exercice, et non des moindres que je pourrais vous proposer, c'est peut-être de faire un vision board. C'est un tableau de vision. Ça aide beaucoup de personnes. Alors moi, je l'ai fait, mais... alors il y en a qui l'ont fait, par exemple, avec des magazines, des images, des citations, qui fait des collages et tout. Pour les personnes qui sont très manuelles, ça fonctionne très bien. Sinon, moi, je sais que je l'ai fait sur Canva, et c'est un fond d'écran. Donc ça peut être des défis, ça peut être des challenges, ça peut être une visualisation positive, ça peut être ce que vous avez envie, ça peut être quelque chose qui vous guide comme des mantras. Bref, c'est des choses qui vous inspirent et qui en fait vous ramènent peut-être d'une certaine manière à une safe place, à un endroit où vous vous sentez en sécurité et où là, ça vous réaligne. Parce que ce qui se passe lorsque vous êtes finalement, à mon sens, un peu trop dans le négatif, c'est qu'en fait, vous êtes trop en train de râler sur une situation extérieure, des fois contre soi-même, mais du coup, vous êtes trop basé sur le problème et pas assez sur une solution possible. Et le problème des gens qui sont fixés sur des problèmes, c'est qu'ils en trouvent d'autres des problèmes, mais qu'ils ne trouvent pas de solution. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, je ne sais pas si cet épisode vous aura aidé peut-être à remettre des choses bien comme il faut, mais je pense que c'est important parce que ce qui va faire la différence entre justement être bloqué, puis développer sa résilience, et enfin pouvoir développer finalement cette antifragilité. Donc je terminerai là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir ça comme une sorte de... comment je pourrais dire? Comme une sorte d'escalier où on monte en fait. Si au départ on est tout en bas, c'est je fais face à un problème. Quand je décide de mettre un pied sur l'escalier, c'est je vais tenter de trouver une solution. Ça ne veut pas dire que je vais la trouver, ça ne veut pas dire que ça va être facile et ça ne veut pas dire en plus que je ne vais pas me casser les dents et que je ne vais pas retomber de l'escalier. Pas du tout. Mais je vais essayer en fait. Et c'est ça qui est important. Puis plus on marche et à un moment donné on arrive à un palier et ce palier en fait, eh bien c'est la résilience. Beaucoup de gens pensent que la résilience c'est de ne pas tomber. C'est faux, c'est totalement faux. La résilience c'est pouvoir rebondir. Donc pour pouvoir rebondir il faut être tombé avant en fait. Et l'intérêt, c'est pas de savoir en fait quand est-ce que vous allez pouvoir rebondir. C'est est-ce que vous allez rebondir. Et là, il n'y a pas à se comparer avec d'autres personnes. Il y en a qui vont faire plus rapidement, d'autres ça va être plus long, puis après on va finalement redescendre de quelques marches et on va remonter. Mais c'est sans être résilient. C'est qu'importe si je tombe, je me relève. Même si à un moment donné, j'ai besoin d'être un petit peu au sol parce que j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de mettre pause, j'ai besoin de soutien. Et puis, c'est pas forcément en fait rebondir seul aussi. La résilience, ça peut être aussi demander l'aide d'un professionnel, demander l'aide d'un coach, d'un thérapeute, d'un psy, prendre des médicaments par exemple dans le cadre de certaines maladies comme la dépression. Ça, c'est de la résilience en fait. Ne pensez pas que c'est pas de la résilience, bien au contraire. Puisque la résilience, c'est rebondir, c'est être dans la recherche de solutions. Donc demander de l'aide, prendre des médicaments, c'est une solution. Donc bravo à vous. Et enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'antifragilité. Ça veut dire que d'une part, j'ai rebondi de ça, mais en plus, j'en ai fait quelque chose. Et ça me permettra justement de ne pas retomber. Parce que je sais ce que j'ai appris de ça.
j'ai appris plus de choses sur moi-même, j'ai compris mes propres limites, j'ai compris pourquoi je suis tombée et comment je pourrais faire pour ne plus retomber au même endroit. Pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous échouez à un certain stade du jeu, en fait, vous allez recommencer de zéro, puis encore de nouveau et encore de nouveau. Vous êtes résilient parce que vous retentez le jeu. Et l'antifragilité, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est ah, ça y est, je sais comment tuer le big boss, ok, maintenant, en fait, au prochain coup, si je tombe sur je sais pas, un méchant, un big boss comme ça, je connais pas trop les jeux vidéo, je dois admettre, mais je pense qu'on a tous cette idée-là, en fait, je sais faire. Je sais déployer mes nouveaux pouvoirs, en fait, et donc je deviens antifragile. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que vous y voyez un peu plus clair, que ça a pu vous aider. Je vais vous souhaiter un très bel été, mais avant ça, donc petit focus, je vous l'avais dit en début d'épisode, en fait, je vous propose quelque chose de totalement novateur sur ce podcast, parce que voilà, ce podcast, le 15 juillet, aura 1 an. Oui, félicitations à moi-même, et félicitations à vous, peut-être que vous avez écouté tous les épisodes de podcast, n'hésitez pas à me dire, je suis hyper curieuse de savoir combien d'épisodes vous avez écouté, mais voilà, il va avoir 1 an, et j'avais envie donc de clôturer cette première saison, cette première année, et de proposer des épisodes un petit peu différents à partir de la semaine prochaine, et ce, pour les 8 prochaines semaines donc de l'été. Et après, vous retrouverez en septembre, j'ai enregistré de nouveaux épisodes avec beaucoup de professionnels et d'invités incroyables. Et puis des épisodes aussi solo, bien sûr. Donc oui, toute ma fin d'année est prête là. Et vous allez faire la connaissance en fait de 6 petits personnages. Pendant cet été. Je sais que vous avez été nombreuses à adorer mes livres Femmes atypiques et Femmes au multipotentiel, et notamment parce que justement il y a en fait un test avec des petits personnages, avec la possibilité en fait de comprendre et de suivre un petit peu leur vie. Et du coup, vous allez découvrir dans les prochaines semaines 6 femmes assez incroyables, May, Sophie, Ingrid, Mona, Priya et Lou, qui vont partir en vacances. Elles sont toutes différentes, toutes atypiques, et elles ont toutes, elles aussi, des challenges à relever. Donc, elles ont certaines atypiques que je vais mettre en lumière. Vous aurez donc la possibilité de vous inscrire en fait sur une newsletter, particulièrement pour ces épisodes de podcast si jamais ça vous intéresse, pour pouvoir en fait avoir des zooms plus particulièrement sur certaines atypies, sur certaines problématiques suite aux épisodes de podcast. Vous allez avoir accès également à un test, donc n'hésitez pas à voir en barre d'infos ou sur mon compte Instagram notamment Elodie Crépel, un test pour savoir qui vous êtes dans les 6 profils en fait, et quelles seraient peut-être les problématiques ou les solutions, parce qu'on se rappelle que on n'est pas focus sur les problématiques mais surtout sur les solutions à vous apporter à vous-même pour pouvoir justement monter d'une marche sur votre escalier de la résilience et de l'antifragilité. J'espère vraiment que ça va vous plaire, c'est un gros challenge pour moi, vous voyez on parlait de challenge aujourd'hui, voilà, c'est un gros challenge pour moi parce que c'est de la narration, donc j'ai écrit toutes mes histoires, ça a été très long, et je vais vous les lire en fait, je vais vous plonger dans le quotidien de ces 6 femmes atypiques assez incroyables et exceptionnelles. En tout cas, moi je me suis beaucoup attachée au personnage, j'espère que ça sera aussi le cas pour vous. Donc c'est un peu différent, c'est un peu plus léger que d'habitude, même si je vais parler de sujets peut-être moins légers de temps en temps. Mais vraiment, j'espère que ça va vous plaire. Et puis si jamais ça vous plaît pas, rendez-vous en septembre pour de nouveau des épisodes comme ceux que vous avez écoutés jusqu'à présent. Voilà. Sur ce, je vous souhaite les meilleures vacances possibles. On se retrouve lundi prochain du coup pour commencer notre petite narration. Quoi vous dire de plus, mis à part merci d'avoir écouté ce podcast. Et n'hésite pas à le partager si jamais il t'a plu, comme d'habitude. Bye!